court-métrage, c'est le seul média par lequel je peux à peu près manifester cette passion pour l'histoire. Et traiter une période que je voulais traiter depuis très longtemps, c'était la Seconde Guerre mondiale, avec un genre qui me tient beaucoup à cœur, qui est le survival. La Seconde Guerre mondiale, c'est un segment d'histoire qui synthétise énormément de thématiques. Aussi terrible que ce soit, c'est fascinant. C'est pas juste la chasse, ou c'est pas juste Die Jagd, c'est Die Jagd, la chasse. La chasse, c'est, on va dire, une sorte de petite conclusion d'une série de courts-métrages que du coup j'avais réalisés à l'école, qui sont à chaque fois des courts-métrages, au sens large, mais des courts-métrages historiques. J'en avais fait un premier qui s'appelait Jeu d'influence, qui se déroulait dans les années 60, grosso modo une sorte de thriller un peu écrit. Un deuxième, 1815, qui se déroulait pendant le Premier Empire en France. Et donc en apprenant des réussites et des erreurs des précédents cours, je voulais affiner au possible. Et donc on arrive avec ce scénario un peu aux influences un peu multiples, avec une première partie sobre, donc assez années 60-70, et puis une évolution, d'abord une évolution chasse à l'homme, puis ensuite chasse à l'homme surréaliste. Was hast du getan? Dammsteiner, ich hinter dir! Le thème central, c'était d'abord la forêt. Mais la forêt, c'est venu naturellement. Hein. La forêt, ça reste le lieu de prédilection de la chasse. Pour les repérages, donc on avait visité un certain nombre de forêts de la périphérie parisienne, où j'étais assez surpris d'ailleurs parce que je ne m'imaginais pas trouver des forêts aussi sympas si près de Paris, avec un vrai look cinématographique, quoi. Vraiment quelque chose qui passe très bien à la caméra. Surtout que quand on allait faire ces repérages, on embarquait avec nous une caméra, puis on avait le scénario et le découpage du film, donc on pouvait repérer des endroits, faire des plans, regarder un peu dans quelle focale on ferait les plans, etc. Et regarder donc le rendu de la forêt. Si c'est vraiment une forêt qui a du relief, ou si c'est un truc tout plat avec les arbres plantés à la même distance, à la caméra ça transparaît tout de suite. C'est drôle, hein. Alors pourtant j'ai l'impression que ça, c'est mes habits habituels parce que hier j'étais quand même pas dans... On s'est quand même posé la question, est-ce qu'on le tournerait vraiment en allemand? Et puis au fur et à mesure de l'avancement du scénario, on essayait d'aller de plus en plus vers l'épuration de la forme du film, d'avoir le moins de dialogue possible. Et donc à la fin on se retrouve avec ce film qui a pas tant de dialogue que ça. Et donc pour le peu de dialogue qui restait, ça valait vraiment mieux le coup de le faire en allemand. Wir haben ihn fast die ganze Nacht gesucht, Herr Oberleutnant. So werden wir ihn nie erwischen. On a travaillé avec des acteurs donc, qui n'étaient pas des germanophones forcément avertis, avec une conseillère linguistique qui nous permettait d'avoir un résultat plutôt cohérent, plutôt réaliste par rapport à nos possibilités, donc sur le peu de dialogue qu'il y a dans le film. Was machst du? Oui. Was machst du? En fait, il va jouer le violon tout seul. Maintenant tu dis bien parce qu'on est filmé alors. Comme on est filmé, on dit que c'est bien. Nickel, waouh. Was machst du? En fait, c'est, on peut le dire, ça dépend vraiment. Tu montes Richter, l'escalier, was machst est-ce du? que tu es Was machst presque du? dans la porte, est-ce que tu es en bas, enfin, Je l'ai pas encore vu. Richter, was machst du? Was machst du? Was machst du? Was machst du? Puis il y a le grand paradoxe, c'est que notre acteur principal, Tom, qui incarne Steiner, le jeune soldat allemand, lui est vraiment allemand. Donc lui, évidemment, il n'a pas besoin de cours d'allemand. Donc d'un côté, c'est très pratique, puisqu'il pouvait également aider à la traduction des dialogues, au jeu en allemand, etc. Et après, il y a la frustration que c'était en soi celui qui parlait le mieux allemand de tout le tournage, et paradoxalement, il n'a qu'une ligne de dialogue dans le film. Im Herzen eines französischen Dorfes kommen 5 Soldaten. Steiner, König, Werner, Richard und Fleischmann. In ein Haus rein. Und durchsuchen es wie Wilde. Alors pour le titre, donc Die Jagd, la chasse,
Bon, depuis à peu près le début, il y a toujours eu l'idée de la chasse. Après, la chasse tout court, c'était un titre déjà utilisé dans un film de Friedkin, déjà utilisé dans un film de Winterberg sorti en 2012, mais je voulais quand même pas changer. J'aimais beaucoup la sonorité que ça a, puis j'aimais bien ce que ça dit sur le film. Du coup, je trouvais ça assez intéressant de combiner les deux, puisqu'en fait, c'est ça le titre entier du film, hein. C'est pas juste la chasse ou c'est pas juste Die Jagd, c'est Die Jagd, la chasse. Et c'est une idée que j'avais eue justement avec le film La chasse de Friedkin, qui en version française s'appelle Cruising la chasse. Je sais pas, c'est quelque chose qui sonne bien, qui évoque les deux identités qu'il y a dans le film, l'identité française et l'identité allemande. Et c'est catchy, donc voilà. Bon, mais normalement, tu dois avoir une capote par-dessus. D'accord. Ton truc. On se retrouve avec notre équipe d'acteurs, donc il faut les costumer. On cherche les costumes allemands. Mais comme c'est un petit film qui est très, très intimiste autour des mêmes personnages, hein, c'est qu'une petite escouade, il faut tous les distinguer. Il ne faut pas juste faire l'armée allemande avec tous les mêmes costumes. Donc il faut essayer de travailler les costumes pour chacun. Que chacun ait son petit truc, chacun soit identifiable. Le sergent Vincent, qui est interprété par Vincent Cizaret, qui a une mitraillette et des chargeurs, une casquette, des chargeurs un petit peu différents, etc. Et donc après, il y avait aussi la question des armes. Donc on a préparé ça en amont du tournage avec un entraînement avec un militaire qui est venu coacher un petit peu les acteurs, leur expliquer comment on tient un fusil. Comment on recharge un fusil à verrou. Si tu veux, il le prend, il le fait sortir du champ de la caméra. Ou alors ça sera directement une main sous la gorge. Comme ça on commence à l'étouffer. Déjà il est désorienté, il se fait attaquer par surprise, ça fait 2 fois. Et après ici. Moi je sais que j'ai jamais eu de... Non mais il va pas faire parce qu'ils vont le faire. Non, c'est peut-être pas. Parmi les premières images que j'avais eues de la chasse, à l'époque où même le scénario n'était pas fini, je ne savais pas encore où l'histoire nous emmenait, c'était une moto qui roule dans la forêt sans trop savoir où elle va. Et donc on a pendant longtemps cherché cette moto. Moi c'était un peu un rêve de gamin d'avoir un vrai sidecar comme on en voyait dans les films des années 60. Et donc on l'a exploité autant qu'on pouvait. On a fait des prises avec une caméra embarquée dedans dans le sidecar, ce qui donne un rendu plutôt agréable. On a essayé de faire des plans GoPro sur le sidecar. Bon, on les a coupés au montage parce que ça marchait pas. Moi j'aime bien l'esprit que ça rajoute parce qu'on a une reconstitution de l'époque qui est complète, c'est-à-dire qu'on a le décor, on a les armes, on a les costumes et le véhicule. Alors évidemment j'aurais voulu en avoir plus, mais à l'échelle d'un court-métrage, je trouve que ça fait un truc complet, où c'est pas cheap. Et on a même fait une cascade improvisée qui n'était pas prévue au scénario. Regarde, ça pue. Pour moi ça va. Non, ça sert à rien. Non, moi c'est bon, mais j'espère que ça c'est bon. Sur le tournage, déjà c'était vraiment très plaisant à tourner. Au montage, c'était très plaisant à assembler. Et dans le film fini, je trouve la séquence, moi j'aime beaucoup ce que dégage la séquence. La caméra est lancée, moteur. Ok, c'est bon, Romain. Attends. Action. Le tournage en extérieur, en fait, en soi, j'en avais assez peur parce que j'avais eu une précédente mauvaise expérience sur le tournage de 1815, donc le court-métrage qui se passe pendant le Premier Empire, où le tournage en extérieur était épouvantable pour différentes raisons, et ça se ressent sur le film malheureusement, et c'était un peu une phobie de retrouver ça dans la chasse, qui sur 6 jours de tournage, il y avait bien les deux tiers qui étaient en extérieur. On l'a payé le prix fort le premier jour, puisqu'on a de nouveau essuyé de la pluie et de la grêle.
cru que c'était une malédiction qui me suivait. Après, par chance, ça s'est stabilisé, et ce qui est intéressant, c'est que on a eu un temps qui surfait entre quelques éclaircies et le gris de journée dégueulasse, mais il pleut pas, et du coup c'est intéressant parce que ça donne au film une esthétique pas forcément, enfin une approche du jour pas forcément belle, hein, ça reste terne dans les couleurs et dans la photographie qu'on a choisie. Action. Au deuxième jour, alors évidemment j'appréhendais un petit peu comment tourner une scène de viol sans que ce soit surréaliste, sans que ce soit surjoué, sans que ce soit putassier, enfin etc., etc. On a opté pour une approche assez sobre justement, assez déshumanisée. Quand le personnage Steiner, le héros, arrive sur la scène de viol, etc., la pauvre jeune fille, il en reste presque déjà plus rien, dans la mesure où de toute manière toute sa famille est morte. Là, elle est là à se faire violer par un soldat allemand. Et scénaristiquement, ce qui était intéressant, c'est que ça collait plutôt bien à l'ambiance, au scénario, et puis ça faisait pas un pic d'émotion qui n'aurait rien à faire là, où on reste de nouveau dans cette carte de la sobriété, de rester sur l'essentiel du sujet, qui reste quand même le jeune Steiner. On a tourné 2 jours avec le loup, un jour dans la grotte en intérieur et donc l'autre jour en extérieur quand le loup est dehors, etc. On a donc réussi à trouver une grotte qui correspondait à nos besoins. On avait donc ce film en première partie, film de guerre, pillage, raid, etc. Ensuite on est venu d'une chasse à l'homme, le héros est blessé, il se réfugie dans la grotte, il s'allume un feu, etc. Je souhaitais absolument avoir la grotte et le feu dans la grotte pour avoir l'ambiance un peu surréaliste, la métamorphose, la lumière qui contraste complètement avec ce qu'on a eu dans le reste du film. Alors on se trouve ici dans la grotte. S'il vous plaît, vous êtes dans le cadre. Et ce sera tout de suite ma première rencontre avec le loup. J'avoue que c'est suspense. Avoir un loup en soi, c'est pas forcément compliqué quand on a les moyens, mais à l'échelle d'un court-métrage, bon, c'est différent. On est tombé sur d'excellents dresseurs qui ont vraiment beaucoup apporté au film. Une petite question, moi jusqu'à présent, je n'ai jamais vu Chute, c'est ça Chute ? Ouais, Chute, ouais. Mais Il n'y a pas de problème. De toute façon, là, lui, il est fixé sur nous, sur la nourriture. C'est ce que non, y a pas de la magie se fait entre justement. Voilà, ça va être tout. Alors en gros, il va de toute façon m'ignorer plus ou moins. Finalement, c'était très facile. Enfin, c'est très facile parce que finalement, on avait tellement préparé la chose, tellement bouclé, tellement prévenu tout le monde qu'attention, tourner avec un loup, etc. Que tout le monde est attentif, tout le monde est calme, ça travaille vite, on fait pas de bruit, etc. Le loup en plus, il était pas très dangereux, il était pas très méchant. Il était un peu dissipé, donc bon après. On a fait des prises très très longues, hein. La plupart des plans avec le loup en fait ils font 8 minutes et puis ensuite au montage on a coupé dedans. On commence. Viens, garçon, viens. Appelle. Et donc dans la grotte s'effectue toute la métamorphose du héros. Et il s'y passe plein de trucs dans la grotte, c'est-à-dire qu'il se soigne entre guillemets comme il peut sa blessure. Il y a le loup, l'apparition du loup évidemment, qui arrive en esprit maternel de la nature aider le héros. Et les apparitions avec la malheureuse fille qu'il a tuée, où il est dans un délire d'apparition.
Et ensuite, il y a la sortie de la grotte. On est passé vraiment dans un film complètement différent. Et ça, c'est la grotte qui fait, avec ce feu et le royaume des ombres, etc., la lumière qui se réfléchit partout, c'est ça qui fait la transition, la différence, le mélange et la métamorphose. Mais finalement, là où je m'attendais que ça soit un des plus gros challenges du film, et que ce soit quelque chose qui se passe mal, qui est chiant, on n'a pas les plans qu'on veut, ça s'est bien passé, et ça fait des belles images, et ça fait en plus de beaux souvenirs. À peine. Ouais. Bon, on l'arrête pas une fois avec la caméra à la rigueur pour que tu me dises si la mise au point est bien, et puis on la tourne. Et donc ça a très simplement donné un film qui se passe en forêt. Ça, c'était le thème central, c'était d'avoir la forêt, avec les points de vue changés. À la base, il n'y avait pas forcément les Allemands, c'était du côté français, puis ça a évolué, on est passé du côté allemand. Mauvaise mine. Ouais, je sais. Ces vacances en France. Ah, ça nous fait pas du tout. Ensuite, c'est rapport à ma passion très jeune pour le cinéma de guerre, que j'aime sous toutes ses coutures, à la fois le cinéma de guerre très hollywoodien des années 60 avec les Allemands qui meurent par paquet de 40, et puis ce que j'ai découvert progressivement avec le regard plus subversif du nouvel Hollywood, Croix de fer, donc un de mes films préférés. J'étais un peu fasciné par le point de vue allemand, et quand il y a eu la création de la chasse, l'écriture de cette chasse à l'homme en forêt où il n'y avait donc pas les Allemands à la base, avoir un point de vue allemand, essayer de leur prendre avec un minimum de recul dans la mesure du possible par rapport à notre époque, par rapport à mon âge, par rapport à mes moyens, etc. etc. Action. Tout ça, ça synthétise donc cette passion pour l'histoire, cette passion pour le genre du cinéma, cette passion pour les thématiques que ça symbolise, et puis tout simplement le plaisir de travailler à nouveau le plaisir de travailler la reconstitution historique. Ouais, s'il y a une chose que je regrette, je pense, c'est tout le final du film. Enfin, tout le final, non, mais juste la confrontation finale avec le loup, entre les derniers Allemands qui restent, Steiner, le héros, et le loup qui arrive dans la séquence. Du glaubst, du hast das Schlimmste vom Krieg schon hinter dir? Steiner! À la base, je voulais que ce soit plus long, que ça prenne plus de temps, qu'il y ait plus de puissance surréaliste dans le déroulement de l'action. Et forcément, avec les impératifs du tournage, le fait que le loup soit jeune, le fait qu'on soit en retard parce qu'on est toujours en retard. Action. Du coup, c'est vraiment une séquence que j'aurais voulu plus longue, avec un rapport de plan, de force, etc. un petit peu différent. Là, ce qu'on a tourné, bon, ça arrive quand même à boucler le récit. Mais si jamais je voulais le refaire, c'est un truc sur lequel je passerais beaucoup plus de temps et passer toute une journée sur cette séquence, rien en jeu de regard et en plan, en échelle de plan, entre le loup, les Allemands, la forêt en elle-même aussi, etc. J'étais pas très raisonnable parce que j'ai quand même tué. Mais on m'a dit que c'était des méchants, donc. Mais on est tous contents que ce soit le dernier plan parce que quand même on est fatigué, hein. Ce qui veut pas dire qu'on s'est pas amusé, on s'est éclaté. Le souvenir qui m'a le plus marqué du film, c'est un truc très simple, c'est juste la fin de tournage. C'était une journée très longue, évidemment, on sortait de 6 jours de tournage. En soi, c'est court, 6 jours, mais pourtant sans interruption et avec tous les challenges qu'on s'est imposés, etc. Ça a été très long, très fatigant. Et donc on arrive à ce dernier plan tourné, qui au passage est le
le flashback quand ils chantent tous ensemble. Tous les acteurs étaient exténués et c'est sympa parce que ça donne un caractère agréable à la prise où ils donnent tout ce qu'ils ont tous ensemble. Ok, coupé, fin de journée, fin de tournage. Et c'est vraiment là où je me suis dit que la cohésion dans l'équipe marchait vraiment bien et que l'équipe m'a vraiment marqué et qu'elle m'a permis de faire un tournage dans lequel j'ai énormément de souvenirs. Et juste cette fin de tournage, ça synthétise tout ce que j'ai aimé dans le film. Alors évidemment, je parle beaucoup de moi, mais c'est un film qui s'est fait avec tous les gens de mon équipe technique, tous les intervenants qu'on est allé chercher, les dresseurs pour le loup, le militaire qui nous a aidés, les gens qui nous ont aidés à financer le film. C'est vraiment ce qui a permis de faire le film, ce qui a permis de le soigner autant qu'on pouvait à notre niveau. Et ça, c'est un truc pour lequel je dis merci aux gens. Je pense que c'est vraiment ce qu'on pouvait faire de mieux dans le temps, dans les moyens qui nous étaient impartis, etc. Et c'est quelque chose que j'espère continuer encore mieux, avec plus de moyens et avec probablement peut-être les mêmes personnes dans un futur proche. La dernière phrase. Pas dans par contre. Tipperary, it's a long way to go. It's a long way to Tipperary, to the sweetest girl I know. Goodbye, Piccadilly. Farewell, Manchester Square. It's a long, long way to Tipperary. Tu vois, personne ne la connaît. Si,